Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette émission d'aujourd'hui, donc l'instant Géopo avec Boubacar Traoré. Bonjour Monsieur Traoré. Bonjour. Pour nos spectateurs qui ne vous connaissent pas, on sait que vous faites beaucoup de choses, vous êtes un magicien en quelque sorte. Merci de vous présenter à nos spectateurs. Merci de m'avoir reçu. Je suis consultant spécialisé sur les questions de défense et de sécurité. Ensuite, j'ai aussi une spécialisation sur le domaine de l'environnement et plus précisément le traitement des déchets. En effet, je participe à plusieurs événements. Bon, au mois de juillet passé, j'ai été invité à Bamako pour réfléchir sur la question sahélo-saharienne, notamment la crise qui concerne cette zone. Je suis également intervenant à l'Institut catholique de Paris, qui est le 5e master le plus réputé de France. Et donc voilà grosso modo ce que je fais. Et récemment, j'ai créé un groupe de réflexion qui s'appelle Groupe de recherche sur la stabilité et le renforcement de la démocratie, parce que je suis entre autres administrateur d'élections. Voilà. Très bien, ça fait un très bon client, un sérieux client pour justement parler de la zone sahélo-sahélienne et particulièrement un pays touché dans cette zone-là qui est le Mali, qui est notre pays. Alors vous, quelle analyse vous faites aujourd'hui de, comment dire ça, de la situation dans laquelle le Mali est plongé depuis un certain temps où on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir? Oui, effectivement, la question elle est bonne. Je pense que l'émission s'appelle Instant Géopo, donc ce qui fait référence à la géopolitique. La géopolitique, c'est d'abord l'étude des frontières. On sait que dans cette zone-là, c'est une question délicate. Le Mali est le 5e pays, le plus grand pays enclavé, c'est-à-dire le Mali occupe la 5e position. Donc c'est un très grand pays qui fait environ 1 242 000 km² et qui est un pays aussi sous-peuplé, parce que ça, il faut beaucoup le signaler. Le Mali est un pays très pauvre, qui est souvent classé 182e sur 187 États en termes d'indice de développement humain. Donc, ce qui fait qu'effectivement, le pays fait face à de nombreux défis. Ensuite, notre voisin le plus important, c'est l'Algérie. L'Algérie est un vaste pays, l'un des pays les plus puissants de la zone, militairement, économiquement. Et aussi, l'Algérie a une géopolitique particulière, parce que qu'est-ce qui se passe au nord de l'Algérie? Nous avons la plupart des champs pétroliers algériens, notamment le site de Hassi Messaoud pour le pétrole, qui regorge l'un des plus importants réserves de pétrole en Afrique. Et nous avons aussi le site d'Hassi Hermel pour le gaz. Donc tous ces sites-là se trouvent vers le nord algérien. Ensuite, on a surtout la Méditerranée. Nous savons tous que la géopolitique de la Méditerranée est une géopolitique assez particulière qui va de cette zone-là jusqu'au Moyen-Orient, et nous savons tous les tensions qui sont là-bas. D'ailleurs, nous, depuis plusieurs années, on a réfléchi sur le fait effectivement qu'il y avait ce risque à ce qu'il y ait un arc djihadiste qui parte du Moyen-Orient jusqu'en Afrique, plus précisément au Mali. Donc effectivement, le Mali se trouve dans une situation assez particulière. L'autre pays qui est concerné directement par les affaires maliennes, c'est effectivement le Burkina Faso. Le Burkina Faso est aussi un pays enclavé comme le Mali, et surtout, n'oublions pas qu'en 1985, le Mali a eu un conflit frontalier avec le Burkina Faso. Donc effectivement, il y a toujours cet événement qui est resté dans les mémoires. Et aujourd'hui, effectivement, le Burkina Faso est médiateur de la crise malienne. Trop souvent, on dit effectivement que le Burkina Faso, en tout cas sous Blaise Compaoré, était assez proche de ceux qui étaient en train de déstabiliser le Mali. Mais il faut se rendre compte d'une première chose. On dit souvent que la rébellion malienne a commencé à partir de 1962 et que ce serait parti justement d'une répression de la part des autorités publiques maliennes. Et à partir de là, ensuite, d'autres rébellions ont suivi, notamment en 1990, en 2006 pour les plus importantes, et ensuite en 2012. Mais n'oublions pas qu'effectivement, il y a eu des opérations de harcèlement dans cette zone de manière continue de 1962 jusqu'en 2012, même jusqu'en 2014. Donc, il y a plusieurs dimensions à voir. La première dimension, c'est cette première rébellion de 1962. Il ne faut pas oublier qu'on était à une époque où effectivement il y avait des répressions un peu partout au Mali. Beaucoup d'historiens se taisent là-dessus et beaucoup de Maliens ne font pas référence à ce qui s'est passé justement dans la région de Ségou, plus précisément dans le village de Sokoiba, qui est le village de l'ancien Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, où
une répression plus violente a été commise que ce qui s'est passé en 1962. Ce n'est pas pour autant que le village de Sokoiba a demandé à prendre son indépendance. Donc à partir de ce moment-là, il y a aussi eu un tournant en 1991 avec le pacte national où aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup d'acteurs qui œuvrent en faveur de la paix au Mali et qui sont du côté officiel du gouvernement malien. Notamment, je fais référence à l'actuel ministre de la Réconciliation, je fais référence au général Agamou, qui, eux, étaient dans la rébellion en 1991 et qui, grâce au pacte national, ont intégré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 2006, il y a eu un événement qui est passé presque inaperçu. Et d'ailleurs, nous, on n'a pas manqué de signaler ça. C'est que le Al-Qaïda au Maghreb islamique fait officiellement allégeance à Al-Qaïda historique ou Al-Qaïda centrale. Ça s'est passé en 2006. Qui a été fondé par des Algériens. Exactement, qui est une émanation du GSPC algérien et qui finalement fait allégeance à Al-Qaïda centrale en 2006. Donc à partir de 2006, les activités criminelles vont se cristalliser dans cette zone-là. Et à partir de ce moment-là, il y a une rébellion qui éclate et qui finalement sera entre autres réglée par les accords d'Alger en 2006. Et donc progressivement, on a fini par connaître ce qu'on a connu en 2012 parce que tout simplement, il y a une cristallisation des activités criminelles dans cette zone-là. Ce qui a fallu, c'est-à-dire il a fallu prendre conscience de la transformation d'une simple rébellion touareg vers un terrorisme assez important et une criminalisation à grande échelle dans cette zone-là. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que justement le MNLA qui est présenté tantôt comme un groupe terroriste, tantôt comme un groupe rebelle ou politique, est-ce que le MNLA finalement a des combattants? Est-ce qu'ils ne font pas recours plutôt à des intérimaires de Al-Qaïda, de AQMI, du Moujao, de toute la nébuleuse terroriste mondiale qui chercherait des emplois un peu partout dans le monde? Je vous inviterai à lire un article que j'ai rédigé, un article assez intéressant, sous le titre de la coopétition sécuritaire. Qu'est-ce que c'est que la coopétition? C'est-à-dire, moi, étant spécialiste de l'intelligence économique, j'ai pris la coopétition qui est la réunion entre la compétition et la coopération. C'est-à-dire, aujourd'hui, je m'explique assez rapidement. Vous êtes une entreprise, je suis une entreprise. Peut-être il y a une concurrence entre nous deux. Quand on voit une menace plus grande arriver sur notre zone, on décide de se mettre ensemble, on crée une joint venture pour contrer la nouvelle menace. C'est la compétition, c'est-à-dire c'est la coopération entre deux rivaux en temps normal pour contrer une menace plus importante. Qu'on pourrait désigner aussi par entente au niveau des prix. Exactement. Donc, au niveau des prix, ça c'est souvent assez compliqué parce que, voilà, maintenant, le problème qui se pose, j'ai utilisé ce concept-là de coopétition dans le domaine sécuritaire pour justement expliquer un certain nombre de phénomènes. Quand vous prenez le MNLA qui arrive de Libye en 2011 au Mali, les combattants du MNLA ne dépassaient pas entre 300 et 400 combattants. Ils avaient des armes, mais ce n'étaient pas des armes qui pouvaient mettre à genoux un pays. Ce n'était pas possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone-là? Effectivement, malgré les rivalités entre les différents groupes, ils ont décidé effectivement de faire une compétition pour attaquer l'État malien. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour attaquer l'État malien. Donc, à partir de ce moment-là, justement, ça a créé un problème. Et il n'y a même pas de doute là-dessus, sans l'apport des terroristes et autres groupes armés de la zone, le MNLA seul ne pouvait jamais faire face à l'armée malienne. En parenthèse, donc ça, si vous le savez, ça veut dire que le Quai d'Orsay le sait, la communauté internationale le sait, que ce n'est pas un secret qui est gardé que pour vous. Dans ce cas, pourquoi aujourd'hui les comportements de la communauté internationale tendent à obliger le Mali à négocier avec des gens qui sont assez composites, qui sont assez hétérogène? C'est-à-dire, M. Mané, le problème qui se pose, c'est que quand cette histoire a commencé, il y a eu un défaut de communication. Ça, on est sûr. De la part des autorités maliennes. Et jusqu'à présent, c'est le cas. C'est le cas parce que tout simplement, la communication, ce n'est pas simplement aller parler ou aller faire passer un certain nombre de messages. La communication est une stratégie particulière. Déjà, pour gagner une guerre, il faut d'abord gagner la communication. Je pense qu'à un certain moment, le MNLA, qui était le principal porte-parole de l'ensemble de ces groupes criminels, a su communiquer sur un fonds de commerce qui en réalité était totalement faux. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'aujourd'hui, on a une communauté, en l'occurrence la communauté touareg, qui est prise en otage par un ensemble d'individus
qui ne vise qu'un intérêt personnel. Donc ils ont communiqué là-dessus, les hommes bleus qui sont persécutés par un gouvernement central, ainsi de suite. Et finalement, nous, on n'a pas eu la réponse adéquate pour montrer à cette communauté internationale que stop, ce sont des bandits avant tout. On aurait pu amener des preuves en disant voici la preuve de ce qu'ils font, ce sont des bandits. Prenez l'exemple sur ce qui s'est passé au Niger en 2007. C'est effectivement ce que le Niger a fait. Le Niger a dit écoutez, nous n'allons jamais négocier avec des bandits parce que vous êtes des bandits, et le Niger a fourni un certain nombre de preuves qui a fait que la communauté internationale s'est rangée du côté du Niger. Donc on aurait dû avoir d'abord une communication efficace. Et d'ailleurs, je profite là encore pour dire, jusqu'à présent, la communication n'est pas au point, parce que la communication, ce n'est pas simplement de parler. C'est un combat, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place, et il faut se faire comprendre quand on communique. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, le MNLA a su communiquer, et nous sommes restés en disant un certain nombre de choses, et puis je vais vous dire une chose, vous savez, quand vous voyagez aujourd'hui, quand vous allez dans d'autres pays, le monde en mouvement aujourd'hui, c'est d'abord le temps, la gestion du temps. Il faut être capable de travailler avec le temps. Il faut travailler avec détermination, il faut travailler avec sérieux. Nous, aujourd'hui, je pense qu'il y a une idéologie qui s'est mise en place où nous avons l'impression que voilà, c'est la communauté internationale qui va venir nous sortir de ce mauvais pas, c'est la communauté internationale qui va tout régler. Il faut qu'on arrête de se tromper. Ensuite, je vois effectivement qu'on dit de manière assez naïve que oui, la communauté internationale agit mal pour le Mali parce que la communauté internationale veut son intérêt. Mais je dis stop. L'essence même des relations internationales, c'est la défense des intérêts. Dans la doctrine de l'ensemble des pays en matière de diplomatie et de relations internationales, c'est en premier lieu la défense des intérêts. Mais est-ce qu'en même temps, aujourd'hui, la situation du Mali est simple, hein? Il y a une dépendance géostratégique, il y a une dépendance économique du Mali vis-à-vis de la communauté internationale que je nommerai par la France, parce que finalement, la clé d'entrée au Mali de la communauté internationale, c'est par la France. Donc, les gens le disent peut-être naïvement, mais est-ce qu'il n'y a pas une base de vérité que le Mali dépend aujourd'hui de la communauté internationale? Le Mali ne peut pas, quand le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu, il a dit ceci: s'il y a des négociations, elles n'auraient lieu nulle part que sur le territoire malien, donc à Bamako. Aujourd'hui, on l'a contraint à aller en Algérie. Il a fait la promotion de ses pourparlers en Algérie. Il a mandaté des gens pour aller négocier au nom du Mali. Donc, est-ce que quelque part, dans la réalité, le Mali ne dépend pas des décisions de la communauté internationale? Non, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses dont il faut tenir compte. Aujourd'hui, la dépendance, nous sommes dans un monde multipolaire. Depuis la fin de la guerre froide, peut-être certains disent qu'il y a une nouvelle guerre froide qui commence, mais officiellement depuis la fin de la guerre froide, nous sommes dans un monde multipolaire, c'est-à-dire où les interdépendances se sont beaucoup développées. Aujourd'hui, l'Amérique toute seule ne peut pas faire une guerre malgré sa puissance de feu. Donc il y a des coopérations, non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine militaire, ce qui fait que nous dépendons les uns des autres. Mais la question cruciale à laquelle nous devons répondre, nous, c'est effectivement, qui est d'ailleurs une question à l'aune de laquelle il faudrait sans doute analyser la situation malienne, c'est de se poser quel Mali sera légué aux générations futures. Est-ce qu'on va léguer un Mali sur le plan économique endetté jusqu'au cou? Est-ce qu'on va léguer un Mali militairement qui n'a pas son indépendance au niveau militaire? C'est-à-dire que ce sont ces questions-là auxquelles nous devons répondre. La dépendance aujourd'hui au XXIe siècle, c'est quelque chose de normal, je vais dire. La question de souveraineté, c'est-à-dire, je m'éloigne un peu du sujet, mais je reviendrai dessus. La question de la souveraineté au XXIe siècle, pour moi, n'a pas un grand sens, parce que tout simplement, la souveraineté, c'est avoir justement des compétences exclusives sur un certain nombre de domaines. On sait aujourd'hui que même la première puissance mondiale vit grâce aux bons de trésor qui sont achetés par les Chinois ou par les Japonais. Oui, mais elle a conditionné l'économie actuelle. C'est-à-dire que quand vous dites qu'effectivement les États-Unis dépendent des bons de trésor émis par la Chine ou le Qatar, c'est une situation monétaire que les États-Unis ont créée. C'est-à-dire que le système monétaire actuel dépend d'eux. Je pense que vous aurez l'occasion de m'inviter pour qu'on parle d'économie. J'ai juste pris cet exemple-là pour démontrer que nous sommes dans un monde où les uns dépendent des autres. Nous, aujourd'hui, pour revenir au cas du Mali, la question cruciale, c'est de savoir qu'est-ce que nous, Maliens, nous faisons pour défendre nos intérêts. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est ça la question. Voilà, aujourd'hui,
Je pense que chaque État qui intervient dans l'un ou l'autre est là pour son intérêt. Aujourd'hui, quelle est la stratégie malienne? Là, c'est moi qui pose la question aussi. Oui. Je vous la pose justement. Quand on regarde aujourd'hui l'attitude de nos gouvernants, le président de la République, le gouvernement du Mali, l'Assemblée nationale, enfin, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour pouvoir sortir? Est-ce que vous comprenez le fil conducteur du processus de l'intelligentsia malienne ou même du pouvoir malien pour nous sortir de... Moi, la première chose, et j'ai fait cette analyse-là en tenant compte justement de ma compétence sans verser dans aucune polémique. Quand il y a eu la déclaration de politique générale du gouvernement, j'ai repris la déclaration de politique générale du gouvernement et j'ai dit que la déclaration était à 80% fausse. Elle est à 80% fausse dans la mesure où aujourd'hui on est en plein dedans. On est en plein dedans parce qu'effectivement, j'ai vu que notamment sur le domaine économique, les projets qui étaient énumérés économiquement n'étaient pas financés. Dans le domaine militaire, puisqu'aujourd'hui notre débat concerne la géopolitique et qu'est-ce qui défend les frontières, ce sont les militaires. Donc, quand on prend le domaine militaire dans la déclaration de politique générale, mais qu'est-ce qui a été dit? On a dit effectivement qu'il y aurait 4% du budget qui serait consacré à l'armée. Aujourd'hui, on voit clairement que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On dit qu'à l'époque de la déclaration de politique générale, qu'il y avait 8300 militaires maliens au nord. J'ai tout de suite répliqué en disant que c'était faux. Pour celui qui connaît l'effectif de l'armée malienne, on ne peut pas avoir 8300 militaires au nord à ce jour. Ce n'est pas possible. Et ensuite, dans mes recherches, j'ai vu qu'effectivement, ces 8300 militaires qui avaient été signalés comme étant présents au nord correspond au chiffre de la MINUSMA. C'est la MINUSMA qui avait 8300 militaires. Donc en fait, il y avait zéro, concrètement, il y avait zéro militaire malien. malien. Non, il y avait des militaires. Non, oui, on voit, s'il y a 8000, s'ils disent qu'il y a 8000 militaires maliens au nord. Aujourd'hui, je vous dis, il y avait des militaires maliens. Ça, c'est indéniable. On regarde tous la télé, on sait que le chiffre peut varier. Mais le chiffre précis de 8300 militaires maliens au nord correspondait à l'époque à 8300 militaires de la MINUSMA. Le Mali devait trouver d'autres chiffres ou essayer de faire autre chose, mais les 8300 militaires ne correspondent pas au Mali. Donc c'était une comptabilité qui n'était pas juste... Tout ceci pour vous dire effectivement en termes clairs que cela n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On est dans un pays en crise. On a une obligation de travailler avec détermination, avec sérieux et avec la plus grande rigueur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, dès l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta, il y a eu les assises du Nord. Après les assises du Nord, il y a eu les états généraux de la décentralisation. En tout cas, il y a eu les deux événements qui se sont suivis au mois d'octobre et au mois de novembre. Mais qu'est-ce qu'il en est sorti? Il en est sorti des recommandations. Mais qui suit ces recommandations? Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises dans des administrations maliennes. Mais ce sont des administrations où les archives sont en souffrance, où il n'y a pas d'équipe de suivi, où on fait des rapports, les rapports ne sont jamais suivis. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, qu'on puisse produire quelque chose de potable? D'ailleurs, pour appuyer ce que vous dites, nos gladiateurs en costard, Mariam Sissoko, Fatmata Soukouna et Sadio Niakate à Bamako ont fait un reportage, une immersion à l'Assemblée nationale du Mali. Et on a vu l'état des archives, ça corrobore un peu ce que vous dites, hein, c'est du léger. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Vous savez, moi c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire nous sommes dans une situation où on doit s'interdire l'échec. Le pays va mal, le pays va mal, le pays est menacé. L'existence du Mali est menacée, dans la mesure où les groupes terroristes sont toujours forts. Nous avons fait des recherches jusqu'en Libye. En Libye, il y a combien de groupes terroristes aujourd'hui? Pas moins de 15 groupes radicaux. Et notamment, nous avons même remarqué la présence de l'ancien chauffeur d'Oussama Ben Laden, Soufiane Kouma, qui a créé Ansar al-Sharia, qui est l'un des groupes les plus radicaux. Et ce groupe-là n'hésite pas à se mettre ensemble pour attaquer un pays. Et la proie facile aujourd'hui, qu'on ne se cache pas la réalité, c'est bien évidemment le Mali, le nord du Mali. Oui, mais justement par rapport au Mali, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Parce qu'il n'y a aucun pays au monde, même les États-Unis que vous citez souvent, aucun pays au monde n'a fait face au terrorisme tout seul. Il y a toujours une coalition. Et pourquoi ça ne marche pas au Mali? Qui avait dit ça en premier, que le Mali seul ne peut pas lutter contre le terrorisme? C'est l'ancien président Wade Toumani Touré, qui est quand même un général d'armée, qui a conduit la transition, qui est arrivé au pacte national. Aujourd'hui, n'oublions pas, si Gamou est du côté malien, c'est grâce au pacte national.
C'est grâce au pacte national. Absolument. Oui, mais Absolument. est-ce que Gamou il sert à quelque chose aussi? Bon, ça c'est un autre débat. Voilà. Moi, jusqu'à en fait, au Mali, pourquoi je vous pose cette question? Parce débat. que j'ai comme l'impression au Mali qu'on vide toutes les choses de leur subsistance. Absolument, absolument. Vous me donnez l'occasion de porter une réflexion sur l'armée malienne. L'armée malienne aujourd'hui, c'est quoi? Mais qu'on ne se cache pas la réalité. Moi, j'ai été le premier à dire que l'armée malienne n'a pas un problème de formation. J'ai souvent des idées, j'ai souvent des propos, que certains remettent en cause, mais j'ai mes arguments. Aujourd'hui, le Mali est l'un des seuls pays africains, notamment avec le Cameroun, à disposer de ce qu'on appelle trois écoles nationales à vocation régionale, notamment l'école de maintien de la paix, l'école d'administration militaire et l'école d'état-major. Ce sont des écoles qui sont tellement réputées qu'ils forment même d'autres officiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Mali profite de pas mal de bourses, jusqu'en Corée du Nord, jusqu'en Indonésie. Nos officiers vont étudier là-bas. Mais après, il faut voir aussi dans quelles conditions ils sont recrutés pour Oui, aller. Et si c'est le fils du cousin de la tante de... J'arrive. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez aussi qu'il y a des manœuvres qui sont effectuées sur le sol malien. Je fais référence notamment au flintlock américain, qui jusqu'en 2010, était régulièrement dispensé auprès de nos soldats. Donc, en termes de formation, c'est important toujours d'avoir une formation, mais ce n'est pas le problème majeur de l'armée malienne. Vous savez, UTM, c'est quoi? Moi, j'apprécie le côté conseil UTM. Mais le côté formation UTM, c'est quoi? C'est 26 nationalités différentes. Et parmi les 26 nationalités différentes, c'est qui les plus nombreux? Ce sont les pays de l'Europe de l'Est, des Bulgares, des Tchèques, qui ne maîtrisent pas très bien le français. À côté, vous avez des Italiens, des Anglais, qui ont tous une stratégie à part, qui ont tous une autre manière de combattre. J'ai dit effectivement que cette affaire n'apportera pas grand-chose. Malheureusement, les événements à Kidal ont démontré effectivement qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Même en termes de coordination des opérations, ça a été un problème. L'échec est venu de là. On n'a pas été capable de coordonner les opérations. Vous prenez la haute hiérarchie malienne. La haute hiérarchie malienne. Vous savez, c'est beau de donner des étoiles. Et une armée qui peine à avoir 20 000 hommes. Des généraux de division. Une division, c'est combien d'hommes? C'est 150 000 hommes. Minimum. 150 000 hommes. Donc, on donne des grades comme ça. Et pire, je dirais pire, le poste le plus important au niveau de l'administration militaire, c'est quoi? C'est le secrétariat général du ministère de la Défense, qui est le poste technique, qui est la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Mais quand vous prenez les personnes qui se sont succédées à ce poste ces dernières années, vous verrez que la durée moyenne du titulaire au poste, c'est environ 1 an, maximum 2 ans. Pas suffisant pour mettre en place une stratégie. Mais bien sûr, résultat des courses, le Mali aujourd'hui n'a pas de doctrine. Je mets au défi quiconque peut me produire une doctrine de l'armée malienne. Il y a des gens du RPM dans la salle, peut-être que nous diront. Non, moi je ne verse pas, je ne rentrerai pas dans le domaine politique. Voilà, je ne rentre pas dans le domaine politique. On va passer justement à l'étape des négociations qui ont lieu à Alger. Oui. Je comprends que vous allez me dire que les négociations c'est toujours nécessaire, mais est-ce que le Mali est prêt? Est-ce que le Mali avait une stratégie avant d'aller à ces négociations-là? Et à votre avis, qu'est-ce qui va en découler? Le problème que moi j'ai souvent signalé, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un monde où il faut savoir sur quelle voie avancer. C'est-à-dire ce qui fait appel au paradigme. Moi j'appelle ça les paradigmes. C'est-à-dire ce sont des sortes de rails où on met les trains dessus et on suit la voie. Au Mali, effectivement, on a ce problème-là avec les négociations. Vous savez, réconciliation. Je n'ai jamais compris, dans ce contexte, pourquoi on parle de réconciliation. Réconcilier qui? Exactement, première question. On crée un ministère de la réconciliation nationale. Mais attendez, on n'est pas dans un style paternaliste. Le Mali a la baraka, le Mali peut tanguer, le Mali ne peut pas chavirer, le Mali ceci. Stop. On est dans des choses sérieuses. Dans du concret. Dans du concret. Le Mali est indivisible, c'est un slogan. Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on fait pour que le Mali ne soit pas divisé? Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Donc, faire allusion à la réconciliation, c'est se lancer dans cette sorte de vision paternaliste
où on essaye un peu d'amadouer les uns et les autres, on se serre la main, on ne montre jamais qu'on est fâché, tout va bien, on est content, on se donne des rendez-vous. Non, stop. On est dans une négociation. Ceux qui sont en face de nous, quel que soit leur niveau, même si c'est un document médiocre, ils viennent quand même en disant, écoutez, nous voulons ça. Et ils ont réussi à imposer le débat autour de ce qu'ils voulaient. Nous, où est-ce qu'on a pu fixer le débat? On n'a pas pu fixer le débat. Et à partir de ce moment-là, moi, à un certain moment, j'avais appelé, depuis bien avant la mise en place, le début des négociations du côté d'Alger, j'avais demandé à ce qu'on fasse ce qui s'est passé notamment en 1994 avec les concertations régionales. On aurait même pu mettre en place des équipes, parce qu'il ne s'agit pas pendant quelques jours de réunir des gens qui vont plutôt se battre pour des problèmes de positionnement ou des problèmes de per diem qu'autre chose. On a appris aussi qu'ils envoyaient beaucoup de SMS aux envoyés spéciaux, demoiselles de leur thème. Voilà, donc... Peut-être que ça faisait partie des négociations. Bon, ça, je n'ai pas eu écoute ça. C'est-à-dire, moi, le problème qu'il y a aujourd'hui, je dis, nous sommes dans un pays dont l'existence est menacée. Donc, chaque acte que nos autorités devront poser doivent être des actes très sérieux, et on doit être dans la détermination. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que le Mali veut pour ces négociations? Je ne connais pas quelqu'un qui, au regard de la masse des informations qui sont diffusées, la masse d'informations qui est diffusée notamment dans les médias, la masse d'informations qu'on voit par-ci par-là, capable de me dire aujourd'hui concrètement quelle est la voie suivie. Quelle est la voie suivie? Aujourd'hui, tout ce qu'on dit, c'est effectivement Mali 1 est indivisible, l'intégrité territoriale est préservée. Mais, comme on le dit souvent, le diable se cache dans les détails. Rentrons plus dans les détails. Mais est-ce qu'il n'y a pas une impression de clandestinité dans justement ces négociations? Parce que autant on peut nous dire qu'on ne peut pas tout filtrer, parce qu'il y a des secrets de défense, il y a beaucoup de choses, mais ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le Mali en amont aurait dû effectivement consulter toutes les couches sur toute l'étendue, parce qu'en fait de ces négociations, il y a certaines choses qui filtrent, notamment on va réfonder l'administration malienne, on va réfonder le pouvoir malien à travers une délégation dans les régions, dans ceci-là, mais en fait, on a désigné une vingtaine de personnes pour aller décider du sort de tout le Mali avec des gens qui ont tué d'autres Maliens. Est-ce que ça ne pose pas un problème sur l'application, sur la possibilité même d'existence de ces accords-là du Mali? Justement, effectivement, il y a le problème auquel on fait face assez souvent, c'est le fait qu'on s'arrange souvent à diffuser des messages dans un pays qu'on le sait, 80% illettrés, où les gens ne s'intéressent pas trop à ce genre de choses. On diffuse des messages en disant qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, on est en train de préparer l'opinion publique malienne en disant qu'il y aura la signature d'un accord historique. Historique, hein. Mais qu'est-ce qui prouve que d'abord c'est un accord historique? Qu'est-ce qui prouve qu'il y aura un accord? Oui, bon, il y a un document qui sera signé à la fin. Ça, c'est sûr et certain, il y a un document qui sera signé à la fin. Maintenant, comme je l'ai dit, la véritable question qui va déterminer effectivement l'analyse de la situation malienne, c'est de savoir quel Mali sera lié aux générations futures. Est-ce qu'il s'agira de signer un accord pour faire passer 5 ans de pouvoir sans qu'il n'y ait de problème, ou est-ce que c'est un accord qui va permettre au Mali de rentrer justement dans une phase de paix et de développement d'une manière durable? Regardez par exemple les accords de cessez-le-feu qui ont été signés suite aux événements de mai à Kidal. Mais qui peut me dire aujourd'hui que ces accords-là sont respectés? D'ailleurs, il n'y a eu aucun accord, ni ceux de Ouagadougou, il n'y a jamais eu d'accord respecté. Et justement, j'ai envie de vous poser la question, à supposer qu'il y ait un accord qui est à l'avantage du Mali, est-ce qu'on a des garanties, aussi bien le Mali que la communauté internationale, que le MNLA va respecter sa part du deal? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne recherche pas un accord qui soit à l'avantage du Mali. Je pense qu'on n'est pas dans ce genre de situation. On est sur des problématiques plus larges. Aujourd'hui, le Mali fait face à 2 problèmes. Le premier problème, c'est de savoir comment gagner la paix. Comment gagner la paix, effectivement, comment promouvoir le développement socio-économique de cette zone-là et de l'ensemble du Mali.
pour que le Mali puisse justement oublier cette notion de violence pour réclamer telle ou telle chose. Et la deuxième chose, c'est comment gagner la guerre. Parce qu'il faut gagner la paix, il faut aussi gagner la guerre. Gagner la guerre, c'est quoi? C'est d'avoir une armée qui soit capable d'être là, qu'on dise effectivement, quoi que l'on puisse dire, le Mali dispose d'une armée capable de faire la guerre, même si on n'est pas appelé à faire la guerre, mais je pense que ce sont ces deux notions aujourd'hui sur lesquelles le Mali devra se battre. Je pense que concentrer tout sur la signature d'un document, c'est un piège. C'est un piège. Je pense qu'à Bamako, effectivement, dès qu'on va signer un document, il y aura des applaudissements, il y aura ceci, cela. Mais il y aura un grand soumou à exactement. Est-ce que finalement, ça va régler quelque chose? C'est ça la véritable question. Vous êtes là pour nous répondre. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut être capable de produire un document clair, net, précis de la part des autorités maliennes en fixant le débat sur des principes dont le Mali veut défendre, que le Mali veut défendre. Et pour arriver à cette situation, moi j'ai fait une proposition très simple à travers le groupe de recherche sur la stabilité et le renforcement de la démocratie, c'est effectivement d'aller vers la cohésion nationale. La cohésion nationale, je ne fais pas référence à la réconciliation parce qu'il n'y a personne à réconcilier. La négociation, ils sont déjà dans la négociation, il faudrait qu'ils en prennent conscience. La cohésion nationale, effectivement, c'est à ce que tous les acteurs se retrouvent et surtout qu'on travaille. Aujourd'hui, c'est bien beau de mettre des coalitions en place, effectivement, un test, un besson, ceci, cela. Il faut derrière, il ne s'agit pas d'aller au palais de la culture ou au centre de conférence de Bamako pour tenir un meeting. Il faut que derrière, qu'il y ait des documents produits et que ces documents-là soient en phase avec la réalité. Vous parlez de documents, le problème c'est qu'au Mali, j'ai eu souvent tendance à le dire, il y a plus de 60% des gens qui ne savent pas lire. Oui. Et parmi ceux qui savent lire, il y a peut-être 99% qui lisent très mal. Oui. Et donc les documents dont vous parlez, ça va être un peu difficile à avoir. Ça va être un peu difficile. Avant de conclure, combien coûtent ces négociations-là? Parce qu'il y a un coût logistique, il y a un coût financier. Combien ça coûte et qui paye la part du Mali? Effectivement, ces négociations coûtent très cher. Bon, maintenant, qui paye la part du Mali? Effectivement, il y a l'ONU qui est là, qui sponsorise, il y a la France, ainsi de suite. Bon, il sera très difficile de dire exactement combien ça coûte, mais je sais que le Mali est déjà très endetté par rapport à l'organisation de ces colloques, par rapport à l'organisation de toutes ces réunions-là. Le Mali est dans une situation assez critique et je pense qu'il y a une véritable prise de conscience à faire. Parce qu'effectivement, quand vous me dites qu'effectivement la majorité des Maliens ne savent ni lire ni écrire, vous avez raison. Mais le problème, c'est que, rappelez-vous de ce que nos anciens ont fait. Vous prenez l'Empire du Ghana depuis le IVe siècle jusqu'à l'Empire du Songhai. Ce sont les premiers États modernes de l'époque où des documents avaient été rédigés, où la parole était respectée. Mais il faut qu'on suive le même chemin. Il faut qu'il y ait une base consensuelle. Pourtant, il y a un camp Aujourd'hui, on a beaucoup critiqué la démocratie consensuelle. On a critiqué la démocratie consensuelle. Mais effectivement, je pense qu'on aura l'occasion de débattre sur tout ça. On ne va pas vous lâcher, on vous invitera souvent. Il n'y a pas de problème. On aura l'occasion. Voilà. Il y a beaucoup de critiques, mais en réalité, quand on regarde à l'intérieur de la démocratie consensuelle, on se dit effectivement que le Mali, depuis le IVe siècle jusqu'à l'Empire Songhai, le Mali a pour essence le consensus. C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, il y a le consensus qui est recherché. Maintenant, qui n'a pas joué son rôle? Nous avons fait des recherches. On a vu qu'au Mali, en 2008, il y avait à peu près 40 000 associations ONG et clubs de soutien. Et ces 40 000 associations, clubs de soutien, ont fait quoi? Ils se sont retrouvés dans les bras des partis politiques. Ils ont fait la politique alors que ce n'était pas leur vocation. Si eux, ils avaient joué leur rôle et s'ils avaient pris à cœur le consensus, je pense que le Mali ne serait pas aujourd'hui là où il est. Très bien, bonne conclusion. Merci. M. Boubacar Traoré. Et merci d'être venu à notre émission avec cette belle chemise 100% coton. Merci. Je suppose malien. J'en profite pour vous dire que si vous voulez des chemises comme ça, il y a Goïta au Mali qui fait de très belles chemises. Très bien. Tapez www.goïta.fr, vous allez être servi. Merci à tous de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Merci beaucoup.